Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Et vous voyez, aujourd'hui je ne suis pas toute seule puisque je suis avec Nina Gorlier, autrice de l'imaginaire, et surtout elle a la chaîne À la croisée des plumes qui est aussi un podcast. Est-ce que tu as d'autres choses à dire sur toi? J'adore tout ce qui est réécriture de contes, folklore, mythologie, romans gothiques, personnages torturés, plumes poétiques. Voilà, donc vous comprenez pourquoi elle est là. Ouais, c'est ce que je lis, c'est ce que j'essaye d'écrire en tout cas. Et merci de m'accueillir sur ta chaîne. Avec grand plaisir. Nina s'est lancée il y a pas longtemps sur Booktube et je lui ai dit mais oui c'est trop bien. Elle m'a dit est-ce qu'on pourra faire des films? J'ai dit oui. Donc on vient de filmer une vidéo pour sa chaîne que je vous mets dans le petit i quelque part par là. Et là on fait une vidéo. Alors nous on est en plein mois de juillet, mais vous êtes en plein mois d'octobre au moment où vous voyez cette vidéo. Et comme on est des nostalgiques toutes les deux, on a décidé de faire des tags. Et donc je lui ai proposé un tag qui s'appelait le tag Dracu-Halloween. Et la vidéo date de 9 ans pour vous dire à quel point on est à jour. Pour fêter Halloween, vous avez invité au manoir d'un cousin de... Vous êtes invité au manoir d'un cousin de Dracula. Ce vampire très spécial ne suce pas le sang des hommes, mais l'encre des livres. En tant que booktubeur, vous êtes le seul à pouvoir le contrer et à sauver la littérature. Mais pour convaincre les autres invités de vous soutenir dans ce combat, il vous faut les séduire chacun le livre qu'ils rêvent de découvrir. Ça ne veut rien dire cette phrase qui est notée, je ne l'invente pas, c'est vraiment écrit comme ça. Celui qui convient parfaitement à son profil. Donc il y a des questions thématiques et nous on va vous présenter chacune un livre en rapport avec cette question. Première question, première invitée, la sorcière. Et là, il faut présenter un livre qui vous a ensorcelé de la première à la dernière page. J'avais choisi La Terre qui penche de Carole Martinez. Carole Martinez, c'est une autrice que j'avais vraiment envie de découvrir. Je sais que tu l'aimes beaucoup. Oui. J'ai commencé avec La Terre qui penche sans savoir que c'était une duologie, non? Avec du domaine des murmures, ça se passe au même endroit mais à 200 ans de différence, mais toujours dans le Moyen-Âge quand même. Donc j'ai commencé avec La Terre qui penche qui se passe après le domaine des murmures, mais je pense que c'est pas si... Ah non, pas du tout. Et en fait, on suit une double narration. En fait, le même personnage va nous narrer son enfance, donc la petite fille, les chapitres du point de vue de la petite fille, et les chapitres du point de vue de la vieille âme, la vieille dame, en fait, qui c'est l'âme qui parle depuis sa tombe. Et en fait, on comprend au début qu'on va suivre cette petite fille qui va quitter sa famille pour aller épouser... un garçon qu'elle n'a jamais rencontré dans ce fameux domaine des murmures, et on s'est dit en fait qu'elle va y perdre, c'est présenté qu'en fait qu'elle va y perdre la vie, et du coup en fait on a la temporalité de la petite fille, et après à chaque fois un chapitre de cette vieille âme qui parle depuis la tombe et qui commente un peu avec le recul ce qu'elle a vécu. Et j'en dis pas plus parce que c'est hyper intéressant de voir où ça va aller, et moi c'est une atmosphère qui m'a ensorcelée. Alors pour plusieurs raisons, déjà parce que ça se passe au bord de la Loue, qui est donc une rivière qui prend source donc près de Besançon en Franche-Comté, et moi j'ai passé des vacances là-bas, donc je suis allée où c'était. J'ai la source de la Loue, j'y suis allée d'ailleurs pour un de mes romans, j'ai une scène qui inspire la source de la Loue. Vraiment c'est une rivière qui émerge, je sais jamais, qui sort d'une grotte. Ok. Et voilà, donc vraiment cette ambiance-là, et en fait il y a un côté, une façon de raconter la nature et cette rivière qui est presque un personnage qui m'a beaucoup plu, qui m'a vraiment hantée quoi, et j'aime beaucoup aussi l'aspect un peu, vu que c'est du point de vue d'une petite fille, tout ce qu'elle voit, elle voit le monde à la manière un peu des contes. C'est ça. Il y a un personnage d'un des chevaliers de son père qui l'accompagne, qui a un côté ogre, où c'est étrange, fascinant, effrayant aussi. J'ai beaucoup aimé le personnage de petit garçon qui vit au domaine des murmures, comment le dire, qui a une sorte d'innocence en fait de... Il est handicapé, je pense qu'il est sur le spectre autistique, il est dans le spectre autistique, il a des déficiences qui fait qu'il est pas dans le même monde que les autres personnages quoi. Ouais, et le lien qu'elle va créer, tout ça, c'est vraiment... c'est un roman vraiment que j'ai vécu quoi, il m'a fait passer par plein de sensations. En plus je le lisais quand j'allais me promener dans la nature pour vraiment être imprégnée, et... Ouais, c'était quoi la question qui vous a ensorcelé? Voilà, tout à fait. De toute façon qu'elle était dans le théâtre avant et qu'elle est aussi professeure de français, Carole Martinez, parce qu'en fait dans son écriture, entre la petite fille et la vieille âme qui se répondent, t'as deux écritures différentes et c'est le même personnage, mais tu sens vraiment qu'elle a travaillé sur la maturité d'une voix par rapport à l'autre et l'innocence de la première, et voilà, moi je plus sois
cette recommandation. J'ai tellement hâte de lire Du domaine des murmures. Moi, le livre qui m'a ensorcelé, dans la même type d'autrice, j'ai mis Du thé pour les fantômes de Chris Wilkiewicz, qui s'est inspirée de Carole Martinez. Ah ouais, elle l'avait dit. Et donc dans Du thé pour les fantômes, on suit l'histoire de 2 sœurs qui ne se parlent plus depuis des années. Et leur mère va mourir et donc elles vont devoir faire équipe pour découvrir qui était vraiment leur mère. Et quand on le dit comme ça peut paraître hyper simple, hyper contemporain, mais en fait ça se passe aussi un peu dans cet univers des contes sans que ce soit 100% avoué, c'est du réalisme magique. Donc il faut accepter en fait qu'au dès le début du récit, la mère par exemple ça fait 11 mois qu'elle est enceinte et il y a une naissance gémellaire qui arrive et la naissance elle est monstrueuse, il y a des bébés qui est presque déjà vivant, qui mort, enfin pas qui est vivant parce qu'ils sont déjà vivants mais enfin voilà, qui a déjà presque sa propre vie propre, sa musculature, sa corporalité et tout et donc voilà, moi c'est l'écriture, j'ai adoré. La première fois que je l'ai entendue c'était en livre audio et en fait la conteuse, moi ça a fait comme un charme magique quoi, parce qu'en plus on a une mise en abîme puisque Chris Wilkiewicz elle imagine que son narrateur on est dans un café à Nice et qu'il pleut et on est un touriste et on arrive et il y a quelqu'un qui a une table et qui nous dit venez vous asseoir et je vais vous raconter l'histoire de la patronne de ce bar. Et en fait je trouve qu'il y a ce côté enchantement avec la voix qui prend et qui nous embarque. Ça m'a fait penser à ce qu'on disait tout à l'heure en caméra sur cette ambiance vraiment qu'on retrouve peut-être chez les Miyazaki etc. Ce côté, ce surréalisme, cette fantaisie ancrée dans la réalité tout de même, c'est un truc que j'ai pas vu souvent dans mes lectures, mais que je cherche. C'est ça. Donc j'ai hâte qu'elle écrive son futur roman. J'ai adoré. Du thé pour les fantômes, très bon choix. Ensuite, Le Métamorphe, un livre qui vous a totalement induit en erreur, dont la révélation finale a complètement bouleversé votre compréhension de l'intrigue. C'est pas vraiment la révélation finale, c'est un livre qui a plusieurs révélations. C'est La cité diaphane d'Anouk Faure. Alors, ça va être... je vais pas pouvoir trop en parler du coup parce qu'il faut vraiment le découvrir. Et moi, je l'ai découvert un peu à l'aveugle. Mais c'est un roman que j'ai cité dans mon épisode de podcast sur la narration à la première personne, je crois. Parce que justement, en fait, c'est un narrateur à la première personne. En fait, c'est un archiviste qui va se rendre dans la cité de Roche-Étoile, qui est une cité où toute ta vie a disparu. Et en fait, il va enquêter justement dans cette cité diaphane, cette cité de Roche-Étoile, pour découvrir ce qui s'est passé en fait. Et voilà, et je peux pas en dire plus parce qu'il va découvrir des choses dans cette ville et du coup il y a certaines révélations et j'aime beaucoup comment l'autrice, grâce à son système de narration, il y a des récits enchâssés, elle nous mène par le bout du nez en fait. Voilà, j'ai rien vu venir. On a des personnages non fiables en fait et c'est impressionnant dans ce roman la manière dont elle le gère parce que il y a plein de ruptures alors que ça pourrait être à chaque fois la fin du livre et en fait non. Oui, c'est ça. Ouais. Alors je lis pas beaucoup de policiers, de polars, de thrillers et tout, mais un qui me hante, c'est Le nom de la rose d'Umberto Eco. L'adaptation, je l'ai vue il y a longtemps, mais le livre, je l'ai lu quand la première année à la Sorbonne, ils nous ont fait une liste de livres à lire, qu'il faut avoir lu, tout ça, et dedans il y avait Au nom de la rose, et donc c'est là que je l'avais acheté et je l'avais lu. Et c'est impressionnant de plonger dans cette abbaye médiévale avec ses meurtres et tout, et cette enquête philosophique, théologique sur le rapport au rire, à la tristesse, à Dieu, aux hommes, enfin voilà, et de toute façon, Umberto Eco, de base, il voulait pas forcément publier Au nom de la rose, puisque c'était plutôt pour lui un exercice de style, puisque son personnage s'appelle Guillaume de Baskerville, comme pour faire un clin d'œil à Arthur Conan Doyle et Sherlock Holmes, et en fait, moi je sais que c'est un récit qui me hante et qui me prend, et même quand je regarde l'adaptation, ça me fonctionne à chaque fois, alors même si l'adaptation elle a ses défauts, qu'elle est pas historique, mais en tout cas ça marche sur moi. Un film que j'ai pas revu depuis, je vais avoir 10 ans, mais j'ai l'impression de me souvenir par cœur du film tellement les images m'ont marqué, les découvertes des corps. Ouais. Il y a un personnage dans un tonneau à l'envers, j'en dis pas plus, et celui-là, la révélation finale m'avait tellement que je me souviens exactement de tout. Et il y a le personnage du moine bossu là qui parle latin et mon père l'imitait toujours pour faire un petit peu vers... J'avais étudié des extraits à la fac et j'ai vu une sacrée prose, des descriptions, etc. Je pense que c'est un livre qui doit être costaud à lire mais fascinant. Ouais, c'est ça, faut le lire. Enfin, moi je pense que l'été c'est là, alors vous êtes pas en été, mais c'est la meilleure période pour lire Le nom de la rose et de plonger dedans dans cette abbaye. Enfin, en plus, on est dans un huis clos. Enfin, voilà, moi, c'est fascinant. Fantôme, un livre qui vous hante, que vous n'avez jamais oublié. Ça a été dur de choisir, mais finalement, j'ai pris Pique-nique à Hanging Rock de Joanne Lindsay.
C'est une œuvre qui me fascine tellement que ça a été une de mes inspirations pour ma novella Miranda des éditions du Chat Noir. Donc c'est un roman australien qui a été adapté en film dans les années 70 et plus récemment en série avec Nathalie Dormer. Je vous conseille les trois d'ailleurs. Et ça se passe du coup en 1900 en Australie dans un pensionnat pour jeunes filles. À la Saint-Valentin. Alors comme on est en Australie, à la Saint-Valentin c'est l'été pour eux. Et donc ces jeunes filles-là avec deux de leurs professeurs partent en pique-nique. Donc à Hanging Rock. Hanging Rock c'est un lieu qui existe vraiment. C'est comme une espèce de rocher immense, une espèce de montagne au milieu des bois. Et donc et alors là commence un peu c'est vraiment du fantastique dans vraiment le sens du doute. Du tout. Ah ouais. C'est très chaud, du coup après le pique-nique la plupart s'endorment, etc. Toutes les montres s'arrêtent à la même heure, donc vraiment ils perdent le temps, ils savent plus, ils sont une torpeur, etc. Et quand ils se réveillent à la fin de la journée, en fait il y a 3 des jeunes filles qui étaient parties et leurs professeurs qui étaient partis les retrouver parce qu'ils étaient en randonnée ont disparu. Et donc fait tout le roman ça va être l'enquête pour retrouver en fait ces jeunes filles disparues sans expliquer. On retrouve aucune trace d'elles. Et aussi les conséquences pour les autres élèves qui sont venus. Ça enlève pas l'intérêt du roman, mais t'as pas une réponse à la fin. Ah, ça c'est trop bien. Moi j'aime bien. Et en fait, j'ai appris récemment qu'il y avait un chapitre que l'autrice avait écrit qui a été coupé, ou un chapitre qui est peut-être trouvé sur internet où elle donne la réponse. Donc je ne lirai jamais ce chapitre parce que le fait de pas savoir, donc tu peux avoir des explications rationnelles, des explications irrationnelles, il y a tellement de choses que tu peux imaginer, ce qu'elle sème des indices, etc. Et ça va justement, il y a un des personnages qui va être obsédé par l'idée de retrouver ces jeunes filles disparues, etc. Et j'aime beaucoup l'ambiance, m'a inspiré pour Miranda, parce qu'on a des jeunes filles du coup en robe blanche 1900. D'ailleurs, une des jeunes filles disparues s'appelle Miranda. Ça vient de là, le choix du prénom. Et en fait, alors dans l'ambiance, elle est dans le roman, mais surtout dans le film, dans les adaptations que j'avais découvert avant le roman, où en fait vu que c'est sous la chaleur et c'est un pique-nique et tout le monde dort, machin, et en fait t'as des zooms sur le gâteau avec les fourmis qui viennent dedans, et ce côté-là un peu de la nature qui reprend ses droits, c'est ça que je voulais traiter dans Miranda, où il y a vraiment les fleurs séchées au soleil, la décomposition et ce côté-là aussi étrange, hors du temps. Peut-être inspiré d'une de tes futures sorties qui sortira dans l'année 26, peut-être. Je tease un petit peu, mais voilà. Moi, le livre qui me hante et que j'ai jamais oublié, c'est un livre que j'avais emprunté au CDI au collège. J'ai plus l'autrice, ça s'appelait La solitude du buveur de sang, donc ça parle de vampires. Et c'était mon époque monomaniaque sur les vampires, et je lisais tout ce qu'il y avait sur les vampires au CDI. Il y avait ce petit livre-là, qui était de la jeunesse, et en fait on suit l'histoire d'une fille qui est élève, ou elle est collégienne ou tout juste lycéenne seconde, et elle a sa mère qui est en train de mourir d'un cancer à l'hôpital. Et en fait, sur le chemin de l'hôpital, elle rencontre un garçon qui s'appelle Simon et qui a les cheveux tout blancs, complètement blancs, et en fait qui s'avère être un vampire, et il va se tisser une relation entre les deux. Alors je pense qu'aujourd'hui, ce serait très cringe de relire ce livre parce qu'il y a des trucs à la Edward Cullen où il est là dans la maison d'un coup, enfin voilà. Mais en fait, ce qui m'avait énormément marqué, c'est le récit de vie de Simon, parce qu'il avait un frère, un très jeune, où je crois que c'était son aîné, et qui a disparu du jour au lendemain. Il est parti à la recherche de ce frère-là, et c'est lié à sa transformation en vampire. Il y a des thématiques qui sont très difficiles qui sont abordées dans ce roman, et ça m'a énormément fait penser à Je suis ton ombre de Morgane Cosserieux. Je trouve que les deux œuvres sont vraiment en écho, et moi qui lisais que des vampires classiques, là de lire mes premiers vampires contemporains, mais avec ce côté-là et des choses malsaines en fait dans le livre, de la figure du vampire qui sont traitées avec un peu Claudia aussi, ses enfants immortels, ces choses-là, et ça m'a hantée. Et voilà, il y a toute cette histoire d'amour aussi, mais qui est pas vraiment de l'amour, cette histoire de cette jeune fille dont la mère est malade, qui est sur le point de mourir et qui se dit que là elle a peut-être la solution avec un vampire pour pouvoir la sauver, et le vampire qui lui explique toutes les souffrances qu'il endure et qu'il endurera toujours. Enfin voilà, c'était hyper intéressant sur la figure de l'immortel aussi, et des souffrances qui te poursuivent pour l'éternité. Loup-garou, un livre à ne jamais lire la nuit, il en devient trop effrayant. Alors, c'est celui que j'ai lu l'année dernière pour le Pumpkin Autumn Challenge. Ça s'appelle The Silent Companion de Laure Purnell. Donc à ce jour, je crois pas qu'il ait été traduit en français.
malheureusement, parce que franchement c'est une pépite. On suit, c'est du pur gothique, hein, la première personne. On suit donc une jeune veuve, en fait, elle a vraiment pas eu de chance, elle vient d'épouser son mari, et celui, en fait, il est allé dans leur domaine, en fait, leur manoir dans la campagne anglaise. En fait, il a un accident, on l'a retrouvé mort en bas des escaliers. Donc elle doit emménager de mémoire. Est-ce qu'elle est enceinte, je crois? Oui, elle est enceinte, plus. Et donc elle doit emménager, elle est déjà à peine mariée, elle est déjà veuve, etc. Elle s'installe dans cette maison-là avec sa belle-sœur. On comprend déjà que mentalement elle vit un moment horrible, enfin elle vient de perdre son époux et elle est enceinte, donc l'enfant va jamais connaître le père, etc. Et en fait en allant en ville, elle tombe sur un antiquaire qui vend donc des compagnons silencieux. Alors en fait ça existait vraiment, ça vient des Pays-Bas en fait, c'était à la mode à la Renaissance. En fait c'est des personnages peints en bois, donc en fait ça alors ils ont des tailles plutôt d'enfants. Ça représente du coup par exemple une jeune domestique, un jeune page, etc. En fait c'est des planches de bois coupées en forme humaine et peintes en fait en trompe-l'œil. Et du coup elle en achète un. Ça servait en fait de décoration, c'était des compagnons silencieux en fait que les gens avaient dans leur... Voilà, moi je trouve déjà rien que ça, je trouve ça glauque. Et en fait, et puis elle va commencer par exemple... Ou d'un moment, elle va marcher dans le jardin, elle va lever la tête vers la fenêtre, elle va voir le compagnon silencieux à la fenêtre alors qu'elle l'avait pas mis dans cette pièce-là. Les objets anthropomorphes qui prennent vie, c'est horrible. Et si vous connaissez l'épisode de Doctor Who avec les anges, ah non, c'est ce genre de truc-là. Et t'as les bruitages pendant la nuit, elle entend comme un truc du bois qui grince, et comme un truc en bois qui s'approche. Ah ouais. J'ai lu ça le soir. Et en plus, le compagnon silencieux qu'elle va découvrir, il lui ressemble un peu. Voilà, elle trouve qu'il y a un air de ressemblance avec elle-même. De mon côté, c'est Le Chien Noir de Lucy Barratt. Parce que ce livre est très étrange, très glauque, et je suis pas sûre d'avoir tout compris. C'est normal, je pense, de pas avoir tout compris. C'est une réécriture de La Barbe Bleue de Perrault. Et on est quand même dans un univers de contes, puisque dans l'écriture c'est assumé, c'est il était une fois, il était deux fois, il était trois fois. Oui, c'est pas ça, voilà, oui, il était 1000 fois à chaque début de chapitre. Et donc on a cette jeune fille qui est une princesse, et son père, c'est déjà un père cruel, et elle épouse un homme qui va être cruel, et elle arrive dans un château étrange, un château baroque. Et d'ailleurs Nina a fait une vidéo il y a quelques temps autour des romans baroques, et dedans il y avait le chien noir. Et moi j'avais très peur de le lire parce que j'avais vu qu'il y avait plein de triggers partout sur ce livre, et je me suis dit bon, quand même j'aime bien La Barbe Bleue, j'aime bien les thématiques là, mais clairement quand j'ai commencé à le lire le soir, j'ai pas pu, parce qu'il y a des relations étranges avec elle et un chien noir qu'elle croise sur la route, le domestique qui est un domestique Chandelle, là, le oui, Chandelle, voilà, c'est ça, il s'appelle Chandelle, et pareil, il est bossu, il avance dans les couloirs du château, et elle le retrouve à plein de moments. Son mari lui fait visiter des choses avec des automates, mais qui ont des vrais organes, enfin je sais plus, et c'est horrible. Et en fait, ce qui se passe dans la cave, mais c'est affreux. Voilà. Ouais. T'es pas sûr de tout comprendre de ce qui se passe, mais tu sais que c'est affreux. Voilà. Pour moi, ça m'a fait ce qui se passe dans la cave, ça m'a fait penser à un monument de la dark fantasy en manga. Ça m'a fait penser à certaines scènes de Berserk. C'est un chef-d'œuvre de la dark fantasy, mais c'est vraiment des... Il y a des scènes vraiment traumatisantes quoi dedans, voilà, donc c'est ce genre de choses. La couverture qui en noir et blanc reflète bien cette ambiance, ce château littéralement noir, de pierre noire. Alchimiste, un auteur dont chacun des livres vaut de l'or. Flore Vesco, qui est publié à l'École des loisirs et qui est connue pour ses réécritures de contes. Je les ai toutes lues. Donc il y a L'Estrange Malaventure de Mirella, qui est une réécriture du Jour de Flux de Hamelin. D'or et d'oreiller, donc la princesse au petit pois, et de Délicieux Enfant, qui est une écriture du Petit Poucet. Et j'espère qu'elle va en faire d'autres, parce que j'adore, en fait... J'aurais pu la mettre dans une question un peu plus tard, parce que j'adore comment elle écrit les contes, mais comment elle joue avec les mots, comment elle joue la langue française. Je sais pas si t'en as lu d'elle, hein. Jamais, pas encore. Et à chaque fois, elle propose des personnages féminins hyper intéressants. C'est toujours des histoires d'émancipation, d'or et d'oreiller. C'est un roman jeunesse, mais qui parle de la découverte du désir féminin et du désir l'éveil à la chair, quoi, le rapport à désir charnel pour l'autre, mais c'est décrit de façon tellement poétique et intelligente que
Voilà, ça parle de choses et c'est très bien pour les aussi pour pour les jeunes ados qui découvrent et tout ça et franchement et toutes ces réécritures sont hyper intelligentes et de délicieux enfants. C'est une narration en fait tu suis un chapitre du point de vue du bûcheron, de la bûcheronne, des enfants du coup du dernier enfant donc qui représente le petit poussé etc et en fait elle joue tellement avec les mots qu'elle a au bout d'un moment dans le roman elle te twiste tout et tu le vois. Ah, j'aurais pu le mettre dans la. J'ai réalisé que j'aurais pu le mettre plus dans la question d'avant là. Je l'ai pas vu venir. Et je veux dire là à quel point elle joue sur la langue pour te un truc qui est évident depuis le début que tu le vois pas tellement que la façon qu'elle joue sur la langue c'est magnifique. J'adore. Bah moi je voulais mettre toi. Mais je me suis dit peut-être elle va être mal à l'aise si j'arrête pas de faire des compliments. Donc je vais dire Carole Martinez si j'avais pensé aussi parce que moi j'ai découverte avec Du domaine des murmures. Et j'ai été vraiment scotchée par ça. Et j'aime bien en général, elle a eu le Goncourt des lycéens pour Le domaine des murmures. Et moi, je préfère lire les Goncours des lycéens plutôt que les Goncours. En règle générale, je trouve qu'il y a des plus grosses pépites dedans. Et après, j'ai lu entre-temps, il n'y avait pas encore La Terre qui penche qui était sortie, mais il y avait son premier roman qui s'appelle Le cœur cousu. J'ai moins bien aimé parce que ça se passait en Espagne et que ça me parle moins que le Moyen-Âge français forcément. Mais c'était quelque chose qui m'a fait beaucoup penser au film Le Chocolat. Je sais pas si tu l'as vu avec Juliette Binoche et Johnny Depp. Non, pas encore. Il y a un peu ces trucs-là de légende espagnole avec, pareil, elle réutilise beaucoup à chaque fois les contes avec l'ogre qui peut être là, il y a la figure de la gitane, de la bohémienne aussi, donc qui est très très fort. Ce qui m'a moins plu mais qui a cette écriture qui fait que ça marche à chaque fois que ça prend. J'ai pas lu son tout dernier qui se passe un peu presque dans le futur qui est une dystopie ou dans la SF parce que j'ai très peur de la voir dans un tout autre genre. Et son avant-dernier, j'avais beaucoup aimé le début où elle se met en abîme qui s'appelle Les Roses Fauves et c'est Carole Martinez qui va en tant qu'autrice dans un gîte en Bretagne avec une femme qui a des cœurs cousus espagnols chez elle. En fait, c'est des femmes qui, dans les cœurs qu'elles cousent tout au long de leur vie, mettent tous leurs secrets. Et un jour, les secrets explosent dans l'armoire et cette femme veut pas regarder les secrets de ses ancêtres. Et donc, on va avoir l'autrice qui fait quelque chose avec le passé de ces femmes. Et moi, j'ai trouvé que c'était hyper compliqué à alambiquer entre l'autofiction, pas l'autofiction, le rapport au récit d'avant. C'est toujours une belle plume, mais j'ai moins bien aimé. Mais en tout cas, moi, je trouve que Carole Martinez, c'est une autrice qui change vraiment dans l'univers contemporain français. Voyant, un livre dont la fin est totalement prévisible mais qui reste néanmoins excellent. Alors, comme j'ai une mémoire de poisson rouge, je me suis souvenue de mes lectures plus récentes. J'ai choisi de parler de Juniper and Thorn d'Avaride, donc Avaride, elle perce beaucoup en ce moment. D'elle, il y a eu Study in Drowning, donc, qui a été traduit dans Un passé englouti. Et je pense que ces autres romans vont être traduits, je ne sais pas quand, parce que là, Juniper and Thorn, c'est un de ses premiers romans, et c'est un de ses plus sombres. Et je me demande justement si c'est pas ça qui fait que... Il y a une romance, mais elle est moins, et puis ça parle tout le temps. C'est une réécriture du conte de Genévrier des frères Grimm, qui est un conte peu connu, parce qu'il est très dérangeant. Moi, j'aime beaucoup, ça parle de sujets tabous, comme le... Oui, t'as le droit de le dire, je suis pas monétisée. Voilà, comme le cannibalisme. Voilà. Oui, c'est vraiment les contes de Grimm hyper dérangeants, quoi. Hyper sombres, tu demandais. C'était le folklore de l'époque. Et en fait, on suit, donc c'est dans une ville qui inspire un peu de l'Europe de l'Est. Il y a un magicien, c'est le dernier magicien de cette ville. Et c'est un peu... Chaque magicien dans ce monde a des caractéristiques. Il y en a qui ont des yeux de chat, par exemple, et lui, il a une barbe bleue. Et ça te laisse deviner ce qui... Oui, cannibalisme, barbe bleue. Le genre d'homme qu'il est, très sympathique. Il a transformé sa femme en oiseau sans faire exprès. Donc il lui reste plus que ses trois filles qui sont trois magiciennes, qu'il séquestre dans la maison. Parce que, c'est des femmes, faut pas qu'elles soient corrompues. Donc, et du coup, il y a des clients qui viennent chez eux parce que elles ont différentes. Il y a Ondine qui voit l'avenir dans l'eau. Il y en a une, je sais plus comment elle s'appelle, qui fait pousser des plantes magiques. Et l'héroïne, donc c'est Marlene Chen.
qui elle peut, c'est un peu comme Ophélie dans la passe-miroir mais avec les corps. En fait, elle peut en touchant les corps, elle peut lire les mots et voilà. Ok. Du coup, elle a un rapport au toucher qui est très voilà. Et en fait, le roman commence quand elle fugue une nuit pour voilà, et elles vont à l'opéra et Marlene Chen sort pour la première fois de sa maison et à l'opéra elle a un coup de foudre pour ce jeune danseur étoile qui joue un ballet un peu russe comme Ivan, le personnage d'Ivan, tu sais, Ivan, l'oiseau de feu, tout ça. Voilà. Donc ça va être à travers cet ailleurs, cet imaginaire des contes de ce prince qui pas forcément un vrai prince, voilà. Elle va ses désirs d'émancipation, mais entre-temps aussi il y a des meurtres dans la ville, voilà, tout est lié, et aussi il y a ce que j'adore, c'est que le père en fait a été victime d'une malédiction, parce qu'en fait il y avait une guerre avec l'autre sorcière qui l'a détruit, et en mourant elle s'est vengée en lui jetant une malédiction de n'être jamais satisfait. Donc c'est excellent. Et en fait il a beau dormir des heures et des heures, ouais, il se réveille toujours fatigué et il a beau manger, il a toujours faim. Donc il y a une trigger warning sur tout ce qui est les troubles du comportement alimentaire. Parce que Marlene Chen, elle va avoir des troubles parce qu'elle va littéralement s'affamer. De l'autre côté, il y a le père qu'elle doit tout le temps nourrir. Et au bout d'un moment, il n'y a plus assez de nourriture à la maison. Il va falloir en trouver ailleurs. Voilà. Et disons que donc les trois intrigues, le père, l'histoire avec le danseur, j'ai plus le nom, mais j'ai beaucoup aimé aussi, et avec les meurtres, tous les trois vont être liés. J'ai compris assez vite comment ça va être lié, où ça mène, mais c'est logique, mais justement c'est pas une mauvaise chose, parce que justement c'est logique et c'est même jubilatoire, il y a un côté cathartique, c'est du female rage. Moi je vais parler de réécriture de mythes, parce que ça veut dire qu'on connaît généralement la fin. Oui. Et donc je vais parler des larmes de l'asphodèle de Nora Leigh. C'est une réécriture du mythe d'Orphée et Eurydice, donc on sait la fin d'Orphée et Eurydice, où Orphée va chercher sa femme aux enfers, et avant qu'il ne la ramène sur Terre, on lui a dit ne te retourne pas, et elle arrivera avec toi, et Orphée à la dernière marche se retourne et Eurydice donc disparaît dans les enfers, et Nora elle arrive à en faire un mythe féministe qui mêle Orphée, Eurydice et Perséphone et Hadès. Et voilà, je savais la fin, je savais qu'à la fin Eurydice et Orphée n'étaient donc pas ensemble, mais en fait elle explique tout le pourquoi, elle explique toutes les relations, et elle a quelque chose de très sensible avec les humains et les relations amoureuses et humaines, et c'est pas forcément, tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc, il y a beaucoup de gris, et c'est très humain en fait dans la manière dont elle décrit ces personnages, qui sont là pourtant des personnages mythiques, mais c'est très concret, très 21e siècle dans les relations, avec beaucoup de représentation aussi, parce que c'est une des spécialités de Nora, et beaucoup d'intelligence dans la réécriture de mythes, et dans... au-delà de la réécriture du mythe, elle invente des choses autour de ce mythe-là et qui fonctionnent complètement. Et moi, je me suis dit, en fait, j'avais oublié que ça existait dans la mythologie, mais non, elle m'a confirmé que elle avait brodé autour de ça et je trouve que ça marche très très bien. Oui, même si on connaît la fin du mythe, moi j'ai été surprise par la fin quand même. Ouais. Parce qu'elle donne une raison à pourquoi Orphée se retourne, et cette raison-là, moi j'y avais jamais pensé avant. Voilà. Et c'est vrai que ça devient une évidence sous la plume de Nora. Basilic, un livre sur la couverture duquel vous avez totalement flashé. Alors j'en ai un, faut que je te montre l'image. Ça s'appelle The Surface Breaks de Louise O'Neill. Je l'avais entendu parler sur la chaîne de Ninon, les carnets d'Opaline, parce que je sais qu'elle aime beaucoup. Louise O'Neill. C'est la réécriture de La Petite Sirène. Oui. Alors, du coup, tu mets une image. Oui, je mettrai l'image. La couverture est magnifique en image, mais en vrai, en physique, elle brille en fait aussi. Il y a des reflets dessus, enfin c'est magnifique. Alors pour le coup, La Petite Sirène, c'est un de mes contes préférés. J'étais déçue, je m'attendais à plus de nuances dans le propos, mais mis à part ça, j'ai une des couvertures les plus magnifiques que je possède, je pense, et... Je me suis tournée aussi, j'ai flashé sur la couverture, sur ça, outre le fait que c'était La Petite Sirène, voilà. Je crois que c'est... Mais j'aurais pu mettre toutes les œuvres les éditions Minalima, des classiques. Pinocchio, Alice au Pays des Merveilles, Peter Pan. La dernière couverture vraiment qui m'a marquée, c'est Le Familier de Libar d'Hugo. Je l'ai pas encore lu, mais alors quand j'ai vu, je me suis dit ça a l'air d'être fait pour moi. La main avec cette main avec le scorpion, dans quelque chose de baroque et espagnol du siècle d'or, je me suis dit c'est pour moi. En plus le mot familier et tout, j'ai pas encore lu, j'ai jamais lu même de Libar d'Hugo du tout, et donc mais je sais que toi c'est une de tes autrices chouchou, donc t'as lu Le Familier ou pas encore? Pas encore. Okay. En fait il faut que je finisse
La 9e maison. Faut que je lise jusqu'en enfer et après j'en lis un tous les ans. Ok, en fait. Vampire, un livre si séduisant que vous n'avez pas réussi à le lâcher. J'ai cherché dans mes lectures récentes. J'ai mis Peau d'âme d'Aude Ziegelmeyer, qui est sorti chez Gulfstream, qui est une écriture entre autres de Peau d'âne, mais j'adore parce qu'il y a plein de références à d'autres contes et il y a des récits du Moyen-Âge. Par exemple, ça se passe au royaume de Roncevaux et un des chevaliers s'appelle Roland. Il y a un dieu de l'ancien temps, un dieu loup qui s'appelle Isengrin, ce genre de choses, voilà. Donc c'est le genre de clin d'œil que moi j'adore. Je l'ai dévoré vraiment en sachant que c'est une réécriture de Peau d'âne, donc au début tu sais clairement où ça va. Ouais. Mais c'est le fait d'une façon très intelligente, je trouve, et puis après, au bout de moitié, ça part dans une direction complètement autre. C'est du female rage et tout ça, et voilà, et j'adore. Et dedans, il y a un personnage d'un bouffon, du fou du roi, et j'adore comment sont utilisés les bouffons dans la littérature. C'est le trope du faux fou, ou du fou sage, en fait. C'est où il va parler en tout triptyque avec ses chansons, et tu comprends qu'il y a un sens caché. Et il y a des fées, il y a la fée des lilas, mais aussi la fée de... Elle a 3 marraines, en fait, la princesse. Et elles sont complètement tordues, comme des fées d'autrefois. Voilà. C'est pas la fée des lilas bienveillante de Jacques Demy. Ce qui est drôle, c'est que vous avez publié à 1 mois d'écart vos réécritures de Peau d'âne. Oui, parce que c'est vrai que j'ai publié Le Cœur des Ronces. Je vous en ai parlé dans une vidéo lecture qui est par là, dans l'écran. Et toutes les deux, on met en scène des fées. Ouais. Et c'est drôle parce que... en commun, il y a ce fait que ça soit cette dualité de fées, on sait pas à se fier, mais on les met en scène de façon complètement différente. C'est hyper intéressant, je trouve, comment chacune a traité. Donc je pense que si vous aimez bien Peau d'âne ou si vous voulez découvrir Peau d'âne, je pense que les deux livres se complètent bien. Moi, je vais mettre Apostasie. C'est pas original pour un vampire, mais je peux pas faire autrement. C'est celui-là qui m'a le plus hantée dans ma vie et on en parle souvent, mais c'est le début d'Apostasie, le prologue, l'incipit. Tout le monde a la première phrase en tête une fois que tu l'as lu. Même quand tu l'as pas lu, tu sais que c'est Apostasie tellement... Mon nom, ma pauvre... Voilà, c'est ça. Mais depuis ce matin, elle saigne, mais d'où vient-il tout ce sang L'écriture, elle est sublime. En fait, tu plonges dans un conte macabre. Et moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais c'est tout ce que j'aime qui est mis dans un livre. Les références à Alice au Pays des Merveilles, à la forêt, au conte, au vampire, à quelque chose de sointant, de glauque, mais Vincent, il a ce truc il te décrit une scène qui est horrible et immonde, mais il te la décrit avec tellement de poésie que tu trouves ça beau. Oui. Et ça crée des émotions très dichotomiques à l'intérieur de toi, mais on n'a pas fait mieux, je trouve, en récit de vampire que Apostasie en France ces dernières années, quoi, en tout cas. Magicien, un livre dont l'écrivain est un véritable génie des mots. Transition parfaite, parce que je parle de Vincent Astier. J'avais hésité donc à parler de Flore Vesco que j'ai déjà cité, parce qu'on le disait, elle manie la langue française parfaitement, mais voilà, je parle de Vincent Astier, alors que ça soit, pour l'instant j'ai lu que Apostasie et Diamant de lui. Diamant que j'ai cité dans ma vidéo sur la fantaisie baroque, que j'ai adoré. Et à chaque fois, voilà, en fait, c'est de la poésie en prose, quoi. Enfin, chaque phrase est magnifique, ça coule comme une musique, ça semble tellement évident. Quand tu l'entends, ça sonne tellement bien que voilà. Donc, découvrir Vincent Astier, c'est pas déjà fait. T'as pas encore lu Comment le dire à la nuit? Pas encore. Moi, je voulais mettre Victor Hugo, parce que l'écriture de Victor Hugo, on n'a quand même pas fait mieux. Désolée les personnes qui préfèrent Zola. Après, je me suis dit, Émilie Brontë, elle a pas beaucoup écrit, mais que ce soit son roman Les Hauts de Hurlevent ou son recueil de poèmes, moi je trouve que c'est... Elle nous a pas légué grand chose, mais de ce qu'elle nous a légué, elle nous laisse une fenêtre entrouverte sur une âme qui est complètement gothique et connectée à d'autres univers, quelque chose de très mystique. Voilà, qui fait que j'avais envie de lui rendre un petit hommage quand même, parce que c'est... Alors c'est pas la moins préférée parce que j'ai l'impression que Anne Brontë c'est celle dont on parle le moins des 3 sœurs, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une grosse team Jane Eyre et Charlotte Brontë qui elle nous a laissé plus de choses plutôt qu'Émilie qui est très énigmatique. Araignée. Un livre aussi bien ficelé et vaste qu'une toile d'araignée. Donc j'ai creusé tous les univers de fantasy que je connais. J'ai mis La Passe Miroir. Oui. J'adore les différents arches, donc il y a Anima, Le Pôle et Babel qu'on voit, mais en fait il y en a plein d'autres qui existent et qu'on va pas explorer, mais tu vois déjà toutes les centaines de portes qu'on pourrait ouvrir.
J'ai tellement adoré l'ambiance, l'univers, les relations entre les différents personnages, la complexité de ce monde où ça commence, on sait que le monde ne faisait qu'un et un jour Dieu a décidé de faire et du coup le monde s'est disloqué en toutes ses arches et tout. J'adore et c'est écrit de façon tellement poétique. Enfin quand j'ai découvert la passe miroir au moment où ça sortait, j'avais jamais lu ça ailleurs. Non, c'est une cosmogonie incroyable qu'elle invente et puis qu'elle va retravailler plus loin après dans les 3e et 4e oui, quand tomes. Tu comprends les origines de tout ça, de ce monde, ce relis, c'est bluffant. Oui, c'est très bien ficelé. Moi, je pensais à des choses... je me suis dit, peut-être dans des policiers, du coup. Mais comme je lis pas beaucoup de policiers... Mais quand même, je vais vous parler de Silver Scalpel de Colombe et Laure Bonnet. C'est un thriller. Et en fait, on a un duo d'enquêteurs. Il y a beaucoup d'humour et d'humour noir là-dedans. Un duo d'enquêteurs qui va partir à la recherche à la Barbade, en fait, parce qu'il y a un camion qui vole des fœtus. Et il y a des expériences qui sont faites dessus. Je pense qu'il faut pas trop en dire parce que c'est un thriller. Mais il y a quelque chose où... surtout que moi qui en lis pas beaucoup, en tout cas j'avais pas forcément de point de comparaison et donc en fait il y a beaucoup de chapitres où il y a énormément d'humour, il y a plein d'indices qui sont laissés au fur et à mesure sur les personnages et sur qui, quoi, pourquoi, comment, avec un duo d'enquêteurs où lui vient d'une très grande famille, où c'est un ancien noble, enfin aristocrate, et elle est beaucoup plus terre à terre, donc il y a le duo d'enquêteurs qui fonctionne avec toute cette enquête autour. Un livre dont l'ambiance évoque parfaitement l'automne. Alors, je vais parler des filles de Witch Hazel House. Ouais. C'était celui que tu voulais... Non, ça va. C'était de Nora Lake, donc, et de Cécile Guillot chez Naos. Si vous voyez la couverture, déjà, tu peux pas faire plus automnal. Et en plus, c'est de la... Cozy Aurore, je crois que c'était terme, ça désigne vraiment bien. En fait, ça va être une question de ça va être déjà l'atmosphère cosy, ça fait très automnal. C'est du coup 4 jeunes filles qui sont réunies dans une maison dans la campagne américaine en automne et elles sont réunies là pour faire des études, faire des mémoires sur des autrices et tout. Donc mise en abîme sur les autrices comme Shirley Jackson, Daphné du Maurier et tout ça. Et en plus, là, elles vont faire une séance de Ouija et du coup, ça va mal tourner. Il y aura un fantôme, un esprit qui va prendre possession de l'endroit où elles vivent. Donc voilà, il y a le côté cosy, l'ambiance automnale, les références à tous les romans un peu horrifiques et puis le côté un peu fantôme. Ça fait... Je pense que c'est le niveau 1 de la frousse. Oui, franchement, moi, ça m'a rien fait... Mais voilà, mais ça peut être sympa et vraiment c'est ça, c'est le côté un peu frisson de l'automne, ambiance automnale et le côté cosy et plaid et tout, chocolat chaud. Bah oui, parce que en fait les personnages vivent dans l'automne à ce moment-là, donc elles font plein d'activités d'automne aussi. Et le livre en lui-même, l'objet livre, c'est un objet d'automne quoi, qui part dans la bibliothèque. Moi je voulais parler des poèmes d'Edgar Allan Poe. Est-ce que tu les as lus les poèmes d'Edgar? Non, je connais Annabelle, ouais. Moi j'aime beaucoup Poe parce qu'en fait dans ses déjà j'aime ses contes macabres, ses nouvelles et tout, mais alors je trouve que dans ses poèmes il se laisse vraiment aller à une mélancolie qui est presque drôle en fait. Ça devient presque comme Louis d'Entretien avec un vampire où les stats il fait bla bla bla, arrête de te plaindre. Et je trouve que Poe dans ses poèmes c'est un peu ça, c'est magnifique, c'est hyper mélancolique mais c'est tellement trop que ça en devient presque drôle. Et je trouve que c'est très beau. En automne lire du Poe il y a pas mieux. Et maintenant, c'est Squelette. Un livre qui vous prend aux tripes, qui vous captive. J'ai galéré à trouver une réponse à ça. Et donc, finalement, je me suis tournée vers ce que j'ai lu récemment. Et je vais citer le Peter Pan de Loisel. Ok. Que j'ai découvert que cette année. Et je me suis dit, je suis passée à côté de ça pendant toutes ces années. Parce que j'adore le Peter Pan de Barry et tous les univers qu'on peut créer autour de cet ouvrage, parce qu'en fait la figure de Peter Pan, cet enfant éternel, à la fois angélique et cruel, vraiment ambigu, c'est un personnage qui me fascine. Et je trouve que le Peter Pan Loisel arrive à saisir cette ambiguïté, cette part fascinante et très sombre du personnage. En fait, c'est un préquel au Peter Pan de Barry. Ça explique comment Peter a quitté les bas-fonds de Londres où elle vivait
et comment il est arrivé au pays imaginaire, et donc à Neverland, et comment la dynamique qui va se mettre entre lui et Crochet, etc. Donc ça se passe bien avant l'arrivée de Wendy et tout. Il y a des scènes assez crues, assez violentes, il y a des scènes ça m'a pris au trip parce que vraiment j'ai des scènes où j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Ça va vraiment causer la profondeur du personnage, où c'est ce gamin des rues qui va perdre son innocence tout en la gardant. En fait, il va devenir cruel sans vraiment s'en rendre compte. Il y a le travail de l'oubli sur l'île de Neverland, en fait, où Peter va oublier quand quelqu'un meurt, on l'oublie, ce qui est quelque chose qui me terrifie, en fait. Genre, on va perdre un personnage, donc toi, lecteur, tu te souviens du personnage avec qui t'as passé je sais pas combien de tomes, et eux, en fait, quelques planches après, ils l'ont oublié. Et ça m'a vraiment pris au trip, etc. Clochette est vraiment représentée comme elle est dans le roman de Barry, c'est-à-dire c'est pas la petite blondinette toute mignonne du Disney, c'est une saleté. Voilà, et il y a un côté qui explique en fait la mythologie autour de Peter Pan, comment Peter devient Peter Pan. Voilà, et j'aime beaucoup ce jeu sur les origines un peu mythologiques du personnage. Voilà. C'est drôle parce que moi aussi je suis partie dans du graphique. C'est rigolo du coup de voir que c'est un truc de mix média où t'as à la fois le texte et l'image qui fait que ça te hante plus longtemps. Moi c'est une de mes dernières lectures aujourd'hui où je filme, j'espère que d'ici octobre j'en aurai lu plus. C'est Adieu mon royaume, je ne sais plus l'auteur qui a un nom étranger mais j'en ai parlé dans une vidéo donc je vous la laisse en référence. Et en fait c'est plein de personnages, presque des personnages archétypaux de cartes de tarot, comme ça, qui vivent dans un royaume où le souverain est tyrannique et ils ont tous une couleur qui leur est associée. Et on a le personnage de la chevaleresse qui a un arc, la sculptrice qui a un autre arc, le sorcier qui a un autre arc, enfin il y a tout ça. Et on voit à travers eux un portrait du roi et de toute sa cruauté. Et en fait, à la fin de la dernière histoire, enfin voilà, il y a quelque chose qui arrive à ces personnages pour qu'on les retrouve tous ensemble. Et moi, ça m'a vraiment captivée parce que c'est très très court. Et en fait, on a plein d'interrogations sur la suite de l'histoire de chacun de ces personnages. Et moi, j'aurais presque envie qu'il y ait un tome 2 pour qu'on ait une explication de maintenant qu'est-ce qui se passe après, quoi. Voilà. Je l'avais repéré aussi, mais j'avais repéré la couverture sans savoir de quoi ça parlait, mais là ça me donne encore plus envie. Il est vraiment très très bien. Voilà, merci Margorito d'en avoir parlé sur Instagram parce que j'en ai entendu parler nulle part ailleurs et donc je suis très contente de l'avoir lu, moi qui lis peu de graphiques. Voilà, c'était vraiment une belle découverte et j'ai trouvé que le suspense, la langue et l'image, enfin voilà, ça faisait un très bon combo. Parfois les graphiques j'aime beaucoup l'image mais le texte moins, ou le texte mais pas l'image, et là j'ai vraiment trouvé que ça faisait un très bel ensemble. On revient parce qu'en fait la caméra a coupé, mais elle a coupé au bon moment où on avait juste à vous dire au revoir. Donc Nina elle a des actualités. Au sort en octobre, donc normalement le recueil de nouvelles, l'anthologie du chat noir dirigé par Guy Mauze, la saison des enchantements est sortie, donc c'est un recueil de 10 nouvelles en lien avec l'automne et l'ambiance cosy, et moi je signe Petricorque, donc la dernière nouvelle du recueil. Vous allez la suivre sur sa chaîne, elle a croisé des plumes, et sur son Instagram Nina Gorlier pour avoir toutes les infos. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'être venu. Merci d'avoir invité. On y arrive mieux la deuxième fois. Oui. Et à tout bientôt pour de prochaines vidéos.